Rendez l'ISF d'abord, Monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allaient-ils dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild? Risquaient-ils la soupe populaire, vos mécènes millionnaires? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau aux nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax et l'exit tax et le secret des affaires et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier. Elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En un an, leur patrimoine a bondi de 14%. En 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche de favoriser les favorisés, d'expliquer sans cesse à un peuple ignare et géniard que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en chœur? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 € d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence. Et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes? Rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord. Rendez l'ISF d'abord. Merci. Bon, je vais expliquer pourquoi j'y serai sur Amiens dans les blocages le 17 novembre. D'abord, dire que j'y serai sans logo, ni de la France Insoumise, ni Picardie Debout, sans drapeau. Et j'y serai en revanche avec le petit logo là, tu vois là. Rends l'ISF d'abord, tu vois. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une jacquerie fiscale, c'est une révolte fiscale. Attends, je fasse mon code. Je suis un mec, je suis pas capable de faire deux trucs en même temps. C'est comme le président américain Gerald Ford, on disait il n'arrive pas à mâcher son chewing-gum et à marcher en même temps. Je pense que le cœur du truc, bon bah c'est tombé sur le gasoil, c'est tombé sur l'essence, mais au fond c'est un truc qui est flottant ou sous-jacent maintenant depuis le début du mandat de Macron. C'est le sentiment puissant d'une injustice fiscale. Une injustice fiscale alors que rien que la semaine dernière, tu vois, on va geler les pensions de retraite et on espère gratter là-dessus, enfin le gouvernement, 7 milliards d'euros. Sur les plus précaires, c'est la négociation sur les assurances chômage, 3 milliards d'euros. Il y a eu la CSG, il y a eu les APL. Bon bref, on gratte dans les poches des pauvres, tous azimuts. Et à l'inverse, le quinquennat de Macron, qui s'est ouvert par quoi? Par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Bon, on est maintenant à l'entrée de l'hémicycle, dans le salon de la Croix. C'est le salon à l'entrée de la gauche de l'hémicycle. Là, ça y est, j'ai préparé ma question au gouvernement pour cet après-midi sur rendez l'ISF d'abord, Monsieur le Président. Et cette question du ISF, ça m'a rappelé un propos que j'ai lu là dernièrement. C'était Emmanuel Macron qui s'exprimait auprès de Jean-Pierre Pernaut le 12 avril 2018. Et il lui disait ceci à Jean-Pierre Pernaut: ça fait 30 ans que les gens nous disent cet impôt est contre-productif. Et là, Raphaël Glucksmann, qui c'est l'auteur du bouquin, il dit mais attendez, sur quel marché, dans quelle ville de France, on a des gens qui se jettent sur les hommes politiques, qui se jettent sur le président de la République, qui se jettent sur ses ministres pour dire supprimez-nous l'ISF, c'est contre-productif. C'est évidemment une scène, on a entendu de ça sur la CSG, on a été interpellé sur des fermetures d'hôpitaux, sur des postes. Jamais on a vu une personne se précipiter comme ça sur moi pour dire s'il vous plaît, supprimez-moi l'ISF. Et donc, évidemment, ça veut dire dans quel milieu Emmanuel Macron évolue. C'est comme une phrase, moi, que j'entendais souvent, c'était comme tout le monde. Et t'allais chez les riches quand j'étais reporter, tu vois, et ils me disaient, bon, bien,
j'ai mon petit bateau à la Bolle comme tout le monde, j'ai mon chalet à la montagne, mais comme tout le monde, on va faire des vacances au ski comme tout le monde, tu vois. Et puis d'un autre côté, tu rentrais à la ville, au quartier de l'Espérance, et tu avais les gens qui disaient, bon ben voilà, à partir du 18 du mois, je fais des crédits comme tout le monde, à partir du 25, ma carte passe plus comme tout le monde, j'ai des problèmes pour payer le centre pour mes gamins pendant les vacances, comme tout le monde, tu vois, tu avais une espèce de deux comme tout le monde qui en fait disait quelque chose sur en vérité le fossé de classe et le divorce entre deux France, quoi. Là, ce qu'il y a, c'est que ce qu'Emmanuel Macron a cru avec cette histoire de gasoil, c'est que ça passerait bien parce que c'était pour des raisons écologiques. Tu vois, c'est le greenwashing de l'injustice fiscale. Alors, tu sais que j'ai souvent qualifié Emmanuel Macron de Robin des Bois à l'envers, mais là c'est Robin des Bois à l'envers et repeint en vert. Donc à l'envers parce qu'il prend aux pauvres pour donner aux riches, et là repeint en vert parce que c'est au nom de l'écologie. On sait que le vert c'était quand même la couleur de l'habit de Robin des Bois parce que dans la forêt de Sherwood, il fallait qu'il se fasse caméléon avec les arbres. Bon, mais là, ça peut être terrible pour l'écologie. Si l'écologie sert de prétexte à l'injustice fiscale, c'est une manière de tuer l'écologie. Et moi, je dis ce que fait aujourd'hui le président Macron, ça peut être complètement nocif pour l'écologie. Donc voilà. Ça me rappelle un autre truc, c'est quand j'étais allé en baie de Monaco pour assister au Monaco Yacht Show. On a de ces occupations comme ça, on est prêt à acheter des petits gadgets, tu vois. Et il y avait un moment où ils remettaient le Green Label, donc le label vert, le label écologique, le label environnemental pour un yacht. Et donc j'avais rencontré le président du jury qui était un architecte italien et il m'avait conduit vers le bateau qui avait reçu le Green Label. Et alors je m'attendais à un petit voilier, tu vois, en bois. Et là je me retrouve devant un bateau de 50 mètres de haut, tout en acier et en plastique, d'une masse noire colossale. Mais je demande, mais pourquoi ça a reçu le Green Label? Il me dit, bah parce que quand on va aux toilettes, ça reste contenu à l'intérieur du bateau, c'est pas rushé dans la mer. Mais je dis, mais combien ça consomme de l'heure? Et ça consommait entre 800 et 1000 litres de l'heure, tu vois. Et donc là, évidemment, je fais le lien avec Hervé Kempf, comme son livre magistral « Comment les riches détruisent la planète » et son slogan « Consommer moins, répartir mieux ». Oui, il va falloir moins consommer de pétrole, mais moins consommer de plastique, moins consommer sans doute de produits industriels. Il va falloir moins consommer de plein de choses. Mais d'abord, il faut répartir mieux. Il faut que le consommer moins il s'applique aux riches d'abord. Sinon, c'est complètement inaudible pour le reste de la population. Enfin, il y a un truc politique à tirer de tout ça. C'est le bouquin de Christophe Guilluy. C'est son bouquin sur les périphérisatonnes. Moi, depuis combien de temps qui suis un représentant quelque part de ces périphérisatonnes, Flixecourt, Domaran-Pontpieu, Bertaucourt-les-Dames, enfin tous des villages éloignés des centres urbains, souvent éloignés de la vie politique, éloignés des médias, même des médias régionaux, éloignés éventuellement de la vie syndicale, aussi une espèce d'éloignement de tout. Et ça fait longtemps qu'on se demande à Fakir, mais depuis quand est-ce que ça va se réveiller? Quand est-ce qu'on va avoir là quelque chose qui bouge? Eh bien, c'est sur le gasoil que ça part. C'est là-dessus. Ce n'était pas attendu, mais c'est là-dessus que ça part. Pour moi, c'est une possible respiration que ce cœur de la France-là se bouge lui aussi. Qu'il ait un motif premier, et après on verra bien si ça enchaîne sur d'autres choses, mais de se bouger. Et quand je vois le sondage qui est paru dans BVA, là tu verras bien, si tu veux bien le mettre en plein écran éventuellement, mais bon, donc grosso modo, les 2 tiers des Français soutiennent cette manif du samedi 17 novembre. Mais c'est criant, c'est sur le plan des classes que c'est criant. Ouvriers et employés, 78% à soutenir. Les cadres, 51%. Et de la même manière, c'est criant aussi sur le plan de la taille des communes. Dans les communes rurales, c'est 76%. En dessous de 20 000 habitants, c'est 70%. Et dès qu'on monte, au-dessus de 20 000 habitants, ça devient 58%. Au-dessus de 100 000 habitants, 66%. Ah, ça remonte, tiens. Et par contre, agglomération parisienne, boum, ça tombe 52%. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la France qui est représentée le plus souvent, la France qui se trouve dans les médias, mais la France aussi qui est dans cette Assemblée nationale, c'est la France des cadres et c'est la France des communes de plus de 100 000 habitants. C'est la France des métropoles. C'est une France qui se porte mieux et qui donc va moins se reconnaître dans ce mouvement du 17 septembre. Donc évidemment, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui s'est passé le 29 mai 2005. Ce sont les deux France à nouveau. À la France qui se porte bien
Je lui dis attention, je nous dis attention, je me porte bien moi, je nous dis attention, je dis soyons à l'écoute de ce que dit le pays. Prenons son pouls, allons l'écouter, comprenons-le, c'est notre pays. Et à minima, ce que je demande pour ces manifs du 17 novembre, ce que je souhaite, c'est qu'on aille écouter, qu'on aille comprendre, qu'on ne rejette pas comme ça, facho, anti-écolo. Ça ne conduira qu'à des crispations auprès de souvent les gens qui se sentent déjà ostracisés, stigmatisés, rejetés. Donc voilà, donc à minima, on écoute, on est attentif, on comprend notre pays. Et moi j'irai dans ce mouvement avec ça, avec ce panneau. Rends l'ISF d'abord. Il faut que maintenant, ils rendent l'ISF d'abord. Si on veut derrière faire une fiscalité écologique, si on veut avancer sur le plan de la transition environnementale, il faut d'abord de la justice sociale et de la justice fiscale. Sans ça, c'est comme un socle qui est mité et sur lequel on ne peut pas se tenir. Les gens ne vont pas être d'accord tant qu'il n'y a pas de la justice sociale et de la justice fiscale.